Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Un BTC autour des 70 700 dollars aujourd'hui. On va faire le point, donc la routine habituelle, c'est-à-dire fondamental, technique, sentiment, et on va également se pencher sur les déclarations du PDG de Tether, qui nous laisserait entendre que potentiellement à partir du 30 juin, on n'aurait plus d'USDT sur les plateformes européennes. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, et puis on va aller voir sa vision des choses également, parce qu'il nous a donné une interview vraiment assez prolifique. Donc voilà, intro. Alors, on commence par l'aspect technique et donc du coup la structure. Pour le moment, toujours en structure haussière ici. Attention à la perte, on va dire, de ce creux, mais qui pour moi n'est pas un creux majeur ici. Quand on avait fait cette mèche-là, pour le moment, pour moi, la structure, elle se constitue comme suit. C'est-à-dire que, on tient finalement une forme de structure haussière. Donc à ce stade, pas de retournement de structure. Si éventuellement on confirme quelque chose comme ceci, on pourra peut-être y penser, mais on va dire qu'en 4 heures, ça n'est pas vraiment moche pour une continuation. D'autre part, ce à quoi on pourrait éventuellement être attentif, c'est bien sûr la perte de cette trend ici en daily, qui nous signale une perte de momentum à l'achat, donc peut-être une configuration de consolidation, on va dire, plus importante, quelque chose finalement entre 74 et à peu près 60 000 dollars. Pour le moment, nous, on part du principe que on va continuer ici vers le haut. Pour le moment, l'idée, c'est de venir casser ça, étant donné que sur le fond, à peu près toutes les structures sont haussières. Si on descend un petit peu, alors hier on avait dit, on était par là hier je pense, on avait dit potentiellement revenir retester 69, on est revenu à 69,6, on n'a pas retesté le point des 69, celui où on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de liquidité et également un point de contrôle. On va voir si aujourd'hui la liquidité nous dit plutôt qu'on va effectivement y aller, à savoir aller plutôt ici, donc faire éventuellement une consolidation comme ceci, ou alors si on est plutôt haussier sur la liquidité. En une heure, pas vraiment grand chose à dire, même chose, on se fait rejeter pour le moment, je dirais, par cette petite résistance ici, ce petit point 1 heure qu'on va d'ailleurs noter, à peu près un petit peu plus haut. Voilà, quelque chose comme ça, et qu'on va bien sûr libeller en 1 heure, puisque nous, on donne des horizons de temps à tous nos niveaux, résistance, trend, etc. On a cassé la petite distribution qui était là, et ça, c'est plutôt une bonne chose, à savoir que on va dire dans le meilleur des mondes, il serait possible effectivement de revenir retester ceci, prendre la liquidité finalement sous cette petite structure pour pouvoir repartir sur quoi? Sur le fond un peu d'une nouvelle trend, moins agressive effectivement que la précédente, mais qui certes nous continue à nous dire que on reste haussier là-dessus. On va voir comment ça se construit. Pour l'instant, hier on avait un petit peu trop d'optimisme et on avait des fondings qui repartaient un tout petit peu à la hausse. On a également un fondamental qui est dégradé, alors ça c'est à prendre un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un fondamental dégradé, à savoir retour de l'inflation, peut éventuellement nous dire que Bitcoin va plutôt à la correction, et ça serait pour le spot, et en même temps un fondamental dégradé en termes, on va dire, de liquidité, à ce moment-là nous emmène vers cette potentialité d'avoir plus de shorters, et donc du coup d'avoir éventuellement de la liquidité qui se trouverait plutôt au-dessus, à savoir au-dessus de ces niveaux-là. En ce qui concerne Ether contre le Bitcoin, très légère dépréciation ici. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment cassé la traîne de distribution qui était celle-ci. On s'est fait rejeter à nouveau par 2 fois. Et donc du coup, on se retrouve sur une structure qui continue à être baissière sur Ether contre BTC. Donc cette target-là, on est obligé de la diminuer, de la baisser ici au point actuel. Puisque si jamais il y avait cassure effectivement de cette espèce de biseau en descente ici, qui n'est pas moche, on voit ici concrètement, si on se pose la question, est-ce que c'est une consolidation ou est-ce que c'est une impulsion? On voit que l'impulsion s'est plutôt faite vers le haut et la consolidation se fait plutôt vers le bas.
Donc casser cette distribution ici, dorénavant, étant donné que c'est un biseau en descente, nous ramènerait sur ce point-là. Si on considère que ce biseau est une forme de fanion, c'est-à-dire qu'il est en haut d'un mât, justement, en bas d'une impulsion, hein, enfin il corrige une impulsion, à ce moment-là, on peut très bien avoir ces targets ici, et en général, un fanion, vous vous mettez même au point de cassure. Alors je sais pas si ça va casser, je sais pas si on va tenir le niveau ici, mais en tout cas, on peut éventuellement viser pour Ether cette zone à peu près de résistance ici. On va voir si c'est le cas. Pour le moment, ça descend, d'accord. On n'a pas cassé la distribution. Nous, ce qu'on cherche, c'est des signaux early, hein, que ces choses-là se passent. Bon, pour moi, il faut casser cette distribution, bien sûr, mais 1, 2, 3, 4 et 5... peut continuer à skier un peu sur le bas là, mais à partir du moment où on arrivera à casser ça, éventuellement ça peut nous emmener Ether sur les 0,053 Bitcoin. Donc Ether faible par rapport à Bitcoin, mais potentiellement en retournement. On va voir ici, pour moi le vrai retournement il a lieu beaucoup plus haut, hein, celui où vraiment on retourne littéralement la structure, c'est plutôt vers les 0,60, puisque pour le moment on est un peu dans une latéralisation entre 0,047 et 0,060. Ether contre le dollar. Alors, à ce stade, attention, alors on a bien évidemment cette grosse déviation là qui a quand même nettoyé sous la structure, hein. Je rappelle que la psychologie d'un bear flag, comme ceci, d'accord, ça serait un bear flag. La psychologie d'un bear flag, c'est quand même d'accumuler du stop longueur, et là en l'occurrence, vous voyez qu'on a cette grosse déviation dessous, qui invalide en fait un petit peu en quelque sorte ce bear flag, puisqu'on est déjà venu chercher les shorts à ce stade. Donc moi je partirais peut-être dans une structure soit plus importante, c'est-à-dire que ici je me reprends et je me dis que on est soit sur un flag qui serait potentiellement plus gros, ce qui à ce stade nous dirait soit on le perd tout de suite vers le bas, auquel cas on avait notre correction ici, c'est-à-dire A, B et une mauvaise C, soit si on fait un vrai flag, à ce moment-là on peut s'attendre à ce que Ether revienne à minima dans ces zones-là. On n'a pas perdu l'accumulation. Pour le moment, on a une structure à peu près parallèle, on va dire. Tant qu'on ne perd pas cette droite-là, on est peut-être aussi potentiellement, bien sûr, sur un retournement. Attention, si on arrive à casser, on va dire, le haut de cette accumulation-là, hein, ça c'est une accumulation. Si on arrive à le casser vers le haut, vous comprenez bien évidemment qu'on retourne également la structure. Ether contre le dollar a quand même réussi à péter cette petite distribution qu'on avait là, donc on peut l'enlever celle-ci. Et c'est pas trop dégueulasse à ce stade pour tenir un semblant de quelque chose à l'accumulation. Ce que j'aurais tendance à regarder, c'est peut-être même l'alignement ici, un petit peu de tout ça. Voilà, vérifier qu'on tienne bien ce genre de choses, c'est-à-dire une structure haussière avec son momentum actuel. On part des 3002 ici et on continue tout simplement à tenir une structure haussière. Je pars de là, je viens retester le support, je fais un plus haut, je fais un plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent, et là ce qu'on veut c'est un plus bas qui vienne chercher le plus haut. Donc même chose, cassure de la structure ici, continuation de la structure ici. D'accord, là j'ai ma confirmation qu'effectivement on a quelque chose qui est plutôt en train de vouloir substanter vers le haut, plus que de vouloir soit latéraliser, soit perdre sa latéralisation et aller, on l'avait dit, en target baissière. Nous, on a quelque chose autour de 2007. Donc en target haussière, on vise 5008. Pour ceux qui veulent jouer, un maintien de cette trend-là, on peut viser 5008, d'accord, un maintien de cette trend-là ou un maintien d'une structure haussière, hein, à partir de 3002, on va dire ça comme ça. C'est plutôt 5008 la target. Pour celui qui pense qu'on va perdre tout ça par le bas, et perdre ceci par le bas également, je dirais que la target se trouve à peu près par ici, autour des 2007. Donc Ether qui est un petit peu entre deux eaux ici. Vous voyez que d'une certaine manière, bon, on a eu ce drop qui était là, on a eu la perte de cette accumulation qui nous disait attention, ça peut aller plus bas, et pour le moment, on est plutôt en train de tergiverser ici. Donc, est-ce que c'est une réaccumulation, structure de réaccumulation avant de repartir, ou alors est-ce que c'est une distribution
avant de dumper, hein, tout simplement. En fait, il faut comprendre, en face de chaque vendeur, il y a toujours un acheteur. Donc, il y a certains qui vont distribuer et d'autres qui vont accumuler. C'est toujours un petit peu le cas. Hein. Le prix n'est que la résultante d'une conviction, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. La question étant, celui qui a le plus d'argent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, vous en avez certains qui distribuent, à savoir si c'est des retail ou si c'est des whales. Pour le moment, on voit quand même plutôt une accumulation de la part des grosses adresses sur Ethereum, en tout cas depuis quelques temps là. Et voilà, on va voir ici où ça nous mène. En tout cas, très joli support au 3002. Perdre le support au 3002, pour moi, c'est allé à 2007, et ça peut-être même en mai, vous le voyez ici. Tenir le support et casser la structure, c'est allé à 5008. Je vois les choses un petit peu comme ça, d'une manière très simple, hein, finalement, pas la peine de réinventer la roue. En ce qui concerne les altcoins contre BTC, donc là on divise par BTC, hein, ce qu'on veut c'est finalement avoir une forme de tendance de est-ce qu'il vaut mieux que je sois exposé sur les alt ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois exposé sur BTC, hein, tout simplement, c'est ça l'idée. Hein. On avait cassé ici cette petite distribution avec ici cette distribution qui était très sharp. Pour le moment, pour moi, on tient à peu près le momentum à l'accumulation, c'est-à-dire vers le haut. Donc on peut potentiellement enlever ça. La question étant là-dessus, pour le moment, vous le voyez, on est un peu sur une latéralisation également, hein, sur les alts contre BTC. C'est-à-dire que les alts ne sous-performent pas, mais ne surperforment pas non plus BTC. On aurait pu s'attendre dans une consolidation entre justement 60 et 74 à ce que les alts poussent un petit peu plus. Et pour le moment, vous voyez que le marché, et je pense que c'est le contexte et le fondamental qui veut ça, puisque les alt apprécient, hein, pour le coup, encore plus que BTC, et ça d'autant plus qu'elles ne bénéficient pas de la demande ETF actuelle, qui est quand même, on va dire, une demande supplémentaire pour Bitcoin. Les alt, généralement, apprécient que la Fed aille dans le sens d'une coupe des taux, c'est-à-dire l'argent gratuit, le crédit facile, entre guillemets, bénéficie plutôt aux altcoins, à savoir tout ce qui va être un peu plus risk-on en crypto. Et pour le moment, on voit quand même une demande ETF qui se tient sur BTC, qui tient des mauvaises narrations, hein, habituellement, c'est-à-dire que habituellement on a des ventes par exemple par les mineurs juste avant le halving. C'est-à-dire que les mineurs se disent, bon, on va diviser ma rémunération par 2, donc je vais plutôt prendre du profit ici et venir à accumuler du matériel, accumuler, on va dire, des moyens de production pour finalement doubler ma production pré-halving et continuer à faire à peu près le même cash flow d'une certaine manière. Et là, en ce moment, la demande ETF couvre totalement, on va dire, ces préceptes de vente, ce fondamental qui serait plutôt à la vente. On a quand même des afflux ETF qui, effectivement, gomment un petit peu tout ça grâce à finalement une sorte de nouvelle cohorte qui vient à investir sur BTC. Petit tour rapide sur la Bitcoin dominance. On est en train ici de refuser, je dirais, sur les 54. Si ça perce et si ça passe, attention, parce que ça risque de nous emmener à 60% de dominance sur Bitcoin. Et pour le moment, le momentum du petit mouvement actuel, on va dire, il se trouve quelque part par là. Perdre ça en dominance, c'est revenir à minima sur la trend la moins agressive, hein, celle qui dure ici depuis les 52% comme ceci, et je crois qu'elle est même un petit peu plus vieille, oui. Oui, on peut l'aligner même jusqu'au 51, ici, vous le voyez. Venir à perdre ça nous renvoie à minima ici, et peut-être sous la structure, hein, ça on n'en sait rien, il y a un très joli support ici sur les 53% de dominance, mais pour le moment, on est plutôt sur des zones où on a l'impression que ça pourrait refuser, hein, parce que ça a refusé déjà par 7 ou 8 fois. Attention, à force de toquer à la porte d'une résistance, on finit par la casser. Alors voilà pour la partie technique, on y reviendra après en fin de vidéo, on viendra faire une conclusion là-dessus. On va désormais traiter tout ce qui a trait à la news. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à utiliser tous les liens d'affiliation de la chaîne, ainsi que, éventuellement, si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous la chaîne, puisque je sors une vidéo par jour à peu près, enfin environ 5 vidéos par semaine, on va dire, qui sont soit des analyses d'altcoins, soit du trade management, soit voilà, du mindset, enfin il y a pas mal de choses dedans. Si ça vous intéresse, ça coûte 10 € par mois, vous cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous la vidéo. On va jouer ici, enfin on va regarder surtout cette interview. J'espère qu'elle est toujours en ligne. Oui.
Donc c'est Paolo Arrodano qui est à la fois le PDG de Tether, mais également aussi de Bitfinex, qui nous explique un peu sa vision des choses. Je vais vous la faire courte ici, mais globalement, il nous dit, bon bah, nous, l'Europe, ça nous intéresse pas énormément. Parce que l'Europe régule trop vite et donc du coup elle est en train de se couper finalement de la crypto. Il considère que la réglementation MiCA est finalement un frein et il considère lui, en tout cas en ce qui le concerne, que le Tether fait face à une demande par rapport à une sorte de un dollar gap, une demande en dollars en fait que on va dire le dollar normal ne peut pas fournir et que donc du coup eux ils bénéficient énormément de cette volonté par rapport à une économie qui est un petit peu en mal au niveau mondial, cette volonté de se hedger en dollars d'une certaine manière, et il nous dit que l'USDT finalement apporte des possibilités bancaires qui ne sont pas possibles normalement dans d'autres pays. Si via vos banques vous aviez demandé du dollar, etc., toutes ces choses là, ça aurait été beaucoup plus complexe que de simplement acheter du Tether. Donc c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit également que donc alors par rapport à l'interdiction de l'USDT, puisque visiblement ils veulent pas se mettre en conformité par rapport au MiCA, il faut comprendre que ça ne concerne que les plateformes européennes, c'est-à-dire qui ont fait les démarches pour finalement se mettre en conformité avec l'Europe. Vous avez le droit d'utiliser d'autres plateformes en France ou autres à partir du moment où vous les déclarez, c'est-à-dire vous avez typiquement le droit de sortir de la régulation européenne, de sortir du carcan de l'AMF, etc., toutes ces choses-là, à partir du moment où sur votre déclaration d'impôt, vous dites j'ai un compte à l'étranger et il se trouve chez tel ou tel exchange ou tel ou tel finalement telle ou telle possibilité, tel ou tel prestataire, on va dire. Ce qu'il nous dit également, Paolo Arduino, c'est que pourquoi Tether a surperformé finalement Circle, donc l'USDC. Il dit parce que l'USDC en fait s'est concentré sur la demande institutionnelle, les banques, etc., toutes ces choses-là, et que finalement c'est comme essayer de vendre une glace à un Esquimau. Les banques, elles ont accès à la liquidité, elles ont accès au crédit, elles ont accès à toutes ces choses-là, et que pour lui, Tether c'est beaucoup plus basé sur ceux qui auraient potentiellement, encore une fois, besoin de dollars. Donc il bénéficie effectivement d'une économie un petit peu dégradée au niveau mondial, en tout cas sur certains pays. On pense notamment bien sûr à la Turquie, l'Argentine, enfin voilà, des pays où la monnaie fiat s'est totalement écroulée et où vous n'avez pas nécessairement envie d'être exposé sur de la crypto, mais où vous allez peut-être plutôt essayer de vous exposer sur du dollar. Donc ça c'est extrêmement intéressant comme interview. Encore une fois pour moi la déclaration que USDT ne sera pas encore en conformité avec MiCA, c'est un peu c'était déjà écrit quelque part, en tout cas je le vois comme ça, je vois pas ça comme une énorme news qui tombe d'un coup. Et également qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit que désolé c'est de l'impro, j'ai lu l'article hier. Il nous dit que les États-Unis n'ont pas besoin de monnaie numérique de banque centrale et que, a priori, ça va se faire de manière privée. Il n'y a aucune volonté politique aux États-Unis de faire un dollar numérique qui soit, entre guillemets, Fed approved. Ils sont très bien finalement avec des stablecoins privés, au sens où de toute façon depuis Luna on a un petit peu cette acceptation globale, et encore une fois on a là la grosse différence entre ce que fait l'Europe et la vieille Europe, on l'appelle comme ça. Comprenez que l'Europe c'est un petit peu ancré dans une forme de droit latin, c'est-à-dire on régule avant, on écrit le droit est écrit, là où finalement les États-Unis ils lancent les choses, ils privilégient plutôt l'innovation, il y a 2-3 mecs qui se prennent des murs, et puis ensuite ils régulent en fonction de ça, ils régulent par le juge, c'est plus un droit de jurisprudence, on va dire, que un droit comme on a nous, qui doit être écrit. On a également finalement tout cet hémicycle européen qui a été élu et qui sert pas à grand chose et qui, je trouve, essaye d'aller trouver finalement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a un job, mais qui finalement est censé pouvoir le faire, et du coup il veut tout réguler, il veut dire regardez les gars, moi j'ai fait ça, le genre de mec que vous voyez à la pause café quand vous avez un boulot entre guillemets normal, et qui vient toujours vous dire qu'il a extrêmement bien brassé de l'air. Donc voilà, dernière question également sur cet article que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que ils leur disent aujourd'hui vous avez des Tether à un excellent
système, un excellent rendement économique, puisqu'on est à 6 milliards de profits, ce qui relève des plus grandes banques américaines. Tether est actuellement le 20e plus gros détenteur de dette américaine dans le monde. Finalement, la question qu'on lui pose, c'est mais si jamais les taux venaient à baisser, est-ce que puisque vous comprenez que ici, Tether, vous leur donnez du dollar, eux ils le prennent, ils le placent en bon du trésor à court terme pour l'avoir quand même relativement liquide et avoir assez peu de volatilité sur ces bonds-là. Et puis derrière, finalement, ils vous donnent du faux dollar, on va dire en comparaison, enfin voilà, en équivalence. Et puis, du coup, ils empochent finalement les 3, 4, 5% qui font la différence. Mais là, il nous dit, de toute façon, ils pensent pas qu'on va aller retourner à des taux entre guillemets négatifs, et que dans tous les cas, si à baisse des taux, elle sera autour des 1%, donc avec un rendement de 3-4% par an, ils sont de toute façon dans une position qui est extrêmement favorable. Faut comprendre que Tether a très peu d'employés, une centaine à peine, pour faire 6 milliards de bénéfices, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est extrêmement bien ancré. Voilà, une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est que va faire Circle, donc Coinbase et BlackRock. On comprend bien évidemment que l'USDT n'est pas pro Coinbase, il le dit d'ailleurs même dans son interview, il dit que pour eux c'est une mauvaise chose que 90% des fonds des ETF soient stockés chez Coinbase, et donc vous avez vraiment ici deux différences. On va dire que Bitfinex est quand même plus placé sur les très gros traders, mais également beaucoup les institutions, puisque Bitfinex c'est vraiment c'est là où vous allez trouver les plus grosses institutions. Là où Coinbase va être basé sur les institutions, mais plutôt du côté bancaire, les vieilles institutions, la vieille TradFi. Et puis l'USDC également quand même relativement basé sur les banques, etc. Je crois que sur Coinbase vous ne pouvez plus trader en USDT, donc il y a vraiment un clivage là qui est en train de se faire. Une des grosses questions, c'est est-ce qu'à un moment donné Tether va se faire défoncer, c'est-à-dire que on va dire l'État américain va plutôt privilégier son fleuron Coinbase et son cheval de Troie BlackRock pour tout simplement être le stablecoin du siècle. Pour le moment, on voit quand même grâce au succès et la prise de part de marché de Tether que ça n'est pas la tendance, d'accord ? Et on a vu aussi également que Tether a changé un peu son mode de gestion par rapport à ce qui était fait avant. Ils ont pris beaucoup plus de bons du trésor justement. Certes, ils collatéralisent en ce moment beaucoup également en Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas. On l'avait vu sur Luna où finalement il y avait eu le Bitcoin avait énormément corrigé au moment où ils avaient essayé de repeg. Luna avait également quelques réserves en Bitcoin et ils ont essayé de faire repeg, de faire des rachats sur l'UST et ça n'a pas fonctionné. Enfin, l'hémorragie était telle que finalement ça n'a pas fonctionné. En tout cas, on voit que ça build du côté de Tether et on voit que ils ont quand même ici fait énormément de choses cette année et surtout fait des très bons bénéfices. On remercie Big Well puisque je pense que normalement cet article aurait dû être payant et que là en l'occurrence il a été mis en version gratuite, donc c'est plutôt une très bonne chose parce qu'il était vraiment très intéressant. SBF qui fait appel de sa condamnation de 25 ans de prison, donc ça bon c'était à prévoir aussi. Les inflows sur les ETF d'hier, on a eu un inflow de 100 milliards, on regarde surtout l'hémorragie BlackRock et là on voyait qu'on avait eu une des plus faibles sorties, je pense que c'était peut-être même la plus faible, ça c'était avant-hier, et hier on est reparti vers le haut avec 124 millions de sorties, mais vous voyez que iBit couvre largement avec 200 millions d'entrées. Donc voilà. Ah alors ça c'est intéressant, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais la semaine prochaine a priori, ou dans les jours prochains, il y a énormément de rumeurs, mais c'est pas que des rumeurs, ça a été plus ou moins confirmé par Reuters, etc., que la Chine allait ouvrir via son hub un peu crypto, qui est Hong Kong. Hong Kong qui a un statut un peu particulier en Chine. On avait fait des vidéos sur les guerres de l'opium et toutes ces choses-là. Le fait qu'Hong Kong était revenu sous concession anglaise pendant 99 ans et ensuite est revenu sous dominance chinoise. Et il est possible que dans les prochains jours, on ait une demande asiatique directe sur les ETF. Donc ça, c'est intéressant. Ça risque d'amener encore, de doubler un peu cette demande, on va dire, des ETF américains vers Bitcoin.
Et le nombre de développeurs par crypto, ici on voit que c'est Ethereum qui est devant avec 232 développeurs à peu près permanents. Ensuite on a Atom, Cosmos, ensuite on aurait Jupiter avec 175 et eGold avec 152. Je pense que derrière on doit avoir des choses comme Cardano, etc. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire, mettez un like, abonnez-vous puisque tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Wall Street Journal, on va passer parce qu'on n'a pas grand chose. Ici, après Bitcoin, BlackRock qui s'implante sur le marché des stablecoins, c'est en partie le cas, hein, déjà depuis un certain temps, puisque encore une fois, ils étaient déjà dans la boucle de Circle. Mais là, en l'occurrence, on est sur autre chose. Non, on est sur Circle, pardon, excusez-moi, non. Je pensais qu'on était sur... les nouveaux systèmes de liquid restacking, etc. Mais c'est pas le cas. Toujours pareil, bon, on a à peu près les mêmes choses. Bitcoin qui reste stable alors que Grayscale voit des outflows. Ici, article intéressant également qui nous dit, c'est le CEO de Grayscale qui nous dit on va baisser les fees, donc on va arrêter cette hémorragie probablement de notre côté dès que les ETF vont commencer à maturer. Je sais pas ce que ça veut dire pour lui. En tout cas, c'est pas dit dans l'article, hein, mais d'une certaine manière, bon, ils ont montré cette idée qu'ils allaient effectivement baisser les frais. Ils se considèrent comme l'ETF le plus liquide. Et vous le voyez ici, ils ont en ce moment des frais de 1,5% comparé aux 0,30 de tous leurs compétiteurs. On est vraiment bien loin du compte, bien évidemment, et c'est pour ça qu'ils ont énormément d'outflow. À mon avis, il y a eu un deal, hein, on n'est pas du tout ici sur quelque chose où ils attendent que ça mature ou quoi que ce soit. Il y a eu un deal qui a été fait, et on leur a dit, bon bah, tu auras tant de Bitcoin, et puis à partir de là, tu pourras recommencer la compétition. Mais ils avaient un très gros avantage par rapport aux autres, puisqu'ils avaient 4% de la supply de Bitcoin, entre 3 et 4%, 620 000 BTC au départ. Je pense qu'on leur a mis un peu des bâtons dans les roues, et qu'ils ont accepté que ça soit le cas. Ici, on passe là-dessus également. BlackRock qui touche des records d'assets. Je suppose qu'on parle d'assets under management, d'AUM, avec des gros afflux sur les obligations. Et ils sont désormais à 10,5 trillions d'AUM. Et ici, on nous parle de l'économie anglaise. Tesla qui en ce moment est en train de se faire FUD. Donc pour moi, à mon avis, est sur des bonnes zones d'achat. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, voilà. On va voir ici parce que les actions tech, on est quand même à un tournant. Hein, si la Fed ne peut pas faire de pivot avant septembre, ce que le marché est en train de pricer maintenant, puisqu'on a eu un regain sur les chiffres de l'inflation, etc. Et bien à ce moment-là, effectivement, les actions tech risquent un petit peu de tirer la langue pendant encore quelques mois, ou en tout cas de se baser à la correction. La liquidité et le sentiment. 122 millions de liquidation hier, c'est une journée normale, pas trop péchue. À peu près 52 millions sur Bitcoin plus Ethereum, c'est normal. La map est verte, c'est normal aussi, on a corrigé, donc on a liquidé du long. Le carnet d'ordre spot qui se remplit un petit peu à la vente, en tout cas je trouve, j'ai l'impression, entre ici 71 et 72,5, on commence à vouloir vendre, et les ordres d'achat, on n'en a pas forcément avant les 69,5, c'est-à-dire l'endroit où hier on avait rebondi. Les marchés releviers, on est venu prendre le petit niveau qu'on avait mis hier. Comment ça s'est construit là-dessus ? D'abord, j'ai une baisse du prix, une baisse du funding. Si vraiment on regarde un petit peu dans le détail, on voit que là, en revanche, sur ce point-là, le funding continue à baisser alors que le prix augmente. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que j'avais beaucoup de shorts qui étaient rentrés là, et c'est ce qu'on est venu short squeezer derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Derrière, j'ai un peu l'inverse, c'est-à-dire que ici, malgré cette petite baisse de prix, je ne liquide pas de longueur, donc du coup, j'ai une forme de divergence. Donc on peut dire que on peut aller plus bas ici sur ce point-là, et que est-ce qu'on a vraiment du short au-delà de ce niveau? Pour moi, je peux pas le noter en termes de divergence en tout cas. Pourquoi ça? Parce que là, j'ai vraiment un prix qui latéralise. Et que là, j'ai un funding, bon, il latéralise aussi, hein, il n'est pas beaucoup plus haut, mais j'ai quand même un funding qui, on va dire, reste assez haut.
Pas mal de prises de contrat sur ces zones-là. Attention, en général, on a tendance à faire un deleveraging, pour le moment en tout cas, sur la zone, pas très loin de la zone, en tout cas là, à côté de laquelle on se trouve. Dans la grosse photo, on va dire, j'ai un prix qui diminue ici, un funding qui diminue ici, ici une latéralisation du funding, latéralisation du prix, on va dire que tout est à peu près normal. Il n'y a pas vraiment d'incohérence sur ce qu'on peut voir. Ça veut dire que pour le moment, la liquidité sur le funding, en tout cas, ne nous dit pas grand-chose. On reste dans des zones quand même assez neutres, 0,016, à peu près 0,018. C'est des zones qui sont pas non plus incroyables. Les bulles de liquidité, vous voyez que sur les 5 jours, j'ai autant de shorteurs que de longueurs, je suis à peu près à l'équilibrium. Assez peu de monde, sauf sous le bottom, mais qui a long tout ce mouvement, sauf, vous l'avez vu, c'est un petit peu le point qu'on vient de mettre là, où on a vu cette modification du funding, et on se dit dans cette latéralisation, ça peut aller un petit peu plus bas, à savoir 73 ici pour moi. Attention, on avait un tout petit peu de funding en dessous, mais je pense qu'on l'avait déjà... Non, on l'a pas mis celui-là. Non, on l'a pas mis. Donc on a une petite poche de liquidité ici, on va pas le mettre parce que si on l'a pas vu sur le funding, on n'a pas nécessairement besoin, mais on le voit ici sur iBlock, peut-être potentiellement quelque chose à venir prendre sous le bas finalement, sous le bottom. Donc quand je parle du bas, je parle bien sûr de 69,4. Et sur Ethereum, eh bien, un peu la même chose, sauf qu'on a légèrement plus de shorteurs que de longueurs. Ici, on a bien nettoyé la petite poche de liquidité qui se trouvait autour des 3468. C'est pareil, on n'a pas énormément de monde qui est rentré long. On n'a pas non plus énormément de monde qui est rentré short. Le nombre de traits ici peut être impressionnant, mais en fait, vous voyez que c'est des traits qui n'ont pas énormément de valeur. Pour moi, la position qui, on va dire, a le plus de valeur ici, si on devait aller vers le haut, elle se trouve à 3668, et elle est à peu près dans cette zone-là. Vous voyez ici le gros trait. Et à l'inverse, ce qu'on pourrait vouloir venir chercher en bas, c'est 3404. On ira voir en fin de vidéo un petit peu ce qui aligne un peu la structure, le fondamental et le sentiment, et ce qui peut éventuellement nous dire que on peut aller sur plutôt tel sens ou tel autre. Sur la One Week, en map de liquidité, vous voyez qu'on est un petit peu au milieu de rien. Le prix peut avoir la volonté d'aller toucher 73,7. On va regarder la 12 heures pour voir un petit peu le sentiment du moment. Est-ce qu'on est plutôt longué ou plutôt shorté? Et vous voyez que ça va un peu dans les deux sens. J'ai pas le sentiment qui est beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Peut-être très légèrement plus de longue, mais c'est pas violent. Et sur la 7 jours Ethereum, même chose, on est un petit peu au milieu de rien, on manque un peu de liquidité intermédiaire de chaque côté, quand on regarde la 7 jours pour avoir une direction claire. Il se pourrait qu'on rentre sur une continuation un peu de cette latéralisation, histoire d'accumuler un petit peu de la liquidité intermédiaire, c'est-à-dire proche du prix. C'est bientôt le week-end, c'est demain le week-end, donc peut-être que c'est un petit peu ce qui va... encore un peu de latéralisation est tout à fait possible. Quand on regarde le funding sur les alts, on est dans une zone neutre aussi, c'est-à-dire, vous le voyez, on est à peu près ici dans le vert. Ça veut dire qu'on a autant de short que de long sur les alts, et ça a très bien été nettoyé ici depuis le mouvement finalement du 1er avril. On revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, petite TF, on a vu qu'il y a un tout petit surplus de liquidité ici, ce qui est relativement normal puisque le point a été cherché 2 fois. Et on l'a vu aussi également, un tout petit peu de liquidité à peu près ici, à venir prendre en haut. On sait également qu'il y a un petit quelque chose à venir chercher sous le niveau actuel, on va dire, là voilà. Le point de contrôle, on s'en rappelle, il est à peu près dans ces zones-là, 69 000. La grande question du moment, c'est est-ce qu'on rejette un peu sur le modèle de ce genre de fractal, sur ce qu'on avait fait là? Est-ce qu'on fait à peu près la même chose ici? C'est-à-dire, je viens chercher quelque chose sous la structure, vous voyez, c'est ce qu'on avait fait ici, qui nettoie vraiment littéralement toute la structure. Ici, on avait parlé également des 69. Voilà, est-ce que je viens pas chercher ces 2 boîtes de liquidité là à minima? Et là, vous voyez qu'on avait eu impulsion range, on perdait le range par le bas, mais on ne perdait pas le bas, et qu'on avait fait ici un plus haut. Donc je trouve que pour le moment, scénario privilégié, ça serait quand même un petit refus, un passage sous la structure à 69, un peu comme on avait prévu hier, c'est juste qu'on était peut-être un petit peu en avance, quelque chose comme ça, et puis ensuite on se reprend.
Si on avait une trend à mettre en avant sur laquelle éventuellement on pouvait rebondir, bon déjà on a ce très joli niveau 4 heures. Si on avait une trend à mettre en avant, c'est pas extrêmement propre par ici, ça pourrait, mais je trouve que c'est pas très très propre. Peut-être la rouge ici, hein, si on doit enfoncer un peu plus. 66, j'y crois pas trop, mais ça peut. J'ai pas le sentiment qu'on ait énormément de monde là. Pour moi, on a plutôt du monde ici. Donc y aller, et vous avez vu le manque de liquidité intermédiaire hein, entre les deux. On manque un peu ici de longueur pour traverser tout ça assez facilement. Donc voilà, pour moi, ça serait plutôt l'idée. Alors pour le moment, je dirais que tant qu'on tient finalement un peu quelque chose dans cet esprit-là, et là, j'essaye d'aligner pour tout simplement trouver un peu un point pivot. C'est-à-dire, ici, vous le voyez, 68, 218, parce que ça correspond vraiment à quelque chose. On perd pas ce bas-là, on continue, on respecte la structure, on va dire. Ou alors, est-ce qu'on tient ça, hein, tout simplement, et c'est possible. Tenir le momentum actuel et nous redonner une autre figure où finalement, on vient chercher, on vient prendre un petit peu de liquidité. Voilà, la grande question, je pense, c'est est-ce qu'on fait ce type de fractal, c'est-à-dire est-ce qu'on revient ici nettoyer sous la figure, maintenant qu'on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une fois, deux fois, trois fois ici, peut-être une quatrième et on dégage, en intraday, ce qui est tout à fait possible, ou alors est-ce que finalement on en vient à continuer un petit peu cette petite hausse ici. Un peu compliqué ici, d'habitude j'aime bien, j'aimais pas du tout, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a 2 jours ça, là, le fait, c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'on est passé en dessous. Maintenant ça c'est pas moche, mais quand on reprend un petit peu ce qui se passe, on voit que c'est pas non plus violent en termes de montée, on n'est pas sur ce type d'impulsion, on est vraiment plutôt ici sur quelque chose qui semble diagonal, qui se marche un peu sur les pieds, vous voyez, on est peut-être en train de c'est assez larvé quoi, voilà. Donc ça c'est pas très joli, ça c'était pas très joli, vous voyez qu'on est passé dessous, voilà, pour moi il faut soit ça accélère ici, soit ce sera un refus sur cette zone là. Donc scénario privilégié, pour moi ça serait ça, et ensuite ça, ok, et après potentiellement si on arrive à tenir quelque chose, on se reprend. Je pense toujours qu'on va bien sûr venir casser le top, en tout cas c'est toujours mon scénario on va dire actuel. Maintenant attention parce qu'on voit quand même, on va dire l'hypothèse, et c'est ce que je défends aussi depuis plusieurs semaines, c'est tout à fait une possibilité qui existe d'avoir besoin de venir sous 60, nous faire un joli flag ici, une jolie flat entière pour pouvoir repartir. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on défend. On va défendre ici une continuation en fait finalement de ça, hein, c'est ça l'idée. Enfin surtout, on va enlever le premier top ici, mais quelque chose, une continuation de ceci, ok, et ce niveau 4 heures pour moi est un point pivot important, c'est-à-dire que si on passe sous, alors je pense qu'on est autour de 68, 69, légèrement en dessous, hein, on va dire, ouais c'est ça, le point pivot est plutôt par ici. Donc c'est la ligne violette que vous voyez là, 68 475. Passer dessous, c'est reprendre un biais relativement baissier, le taper et rebondir dessus, donc tenir finalement ce creux là aussi également, et tenir, vous voyez que c'est un endroit où il y a eu des réactions quand même autour des 68,5, et pour moi c'est venir chercher le top et potentiellement 76 400, 77 000, cette zone là, et pourquoi pas avec un runner autour des 88 000. Petit tour sur iBeat, sur lequel j'ai pas regardé depuis longtemps un peu la structure de iBeat et qu'est-ce que ça peut nous dire. Ouais, ça ressemble très fort quand même à BTC. Si iBeat nous donne ce triangle rectangle ici, à ce moment-là, c'est gagné. Donc ça veut dire tenir bien sûr la trend qui est ici. Au pire du pire, la correction qu'on est prête à accepter, on va dire, c'est une correction à 38. Ça fait à peu près une perte de 10%, je pense, par rapport au prix actuel, un peu moins. Non, c'est moins que ça, c'est 5%. Puisque 2$ sur 40, ouais, c'est 5% à ce stade-là. Donc ça, on est prêt à l'accepter. En général, ce type de triangle rectangle, il se compose d'une résistance horizontale, qui là est à peu près sur cette zone-là, on le voit très bien. Et il se compose d'une trend qu'on ne veut pas perdre à l'accumulation. En général, c'est une figure qui est plutôt bull.
On en a déjà parlé hier, je crois, et en général, on prend l'amplitude de la figure à son point le plus haut, hein, entre la résistance et le point basique, et la hausse. Ici, ça nous donnerait par rapport au prix actuel, en tout cas, si on prend vraiment par rapport au prix actuel sur BTC, hein, puisque iBit fonctionne comme une moyenne de BTC, un plus 22% sur BTC. En tout cas, la structure est très semblable à celle de BTC, et vous voyez ici que on avait fait cette impulsion et on a fait ce flag. Et derrière, finalement, on n'a pas eu l'impulsion qui suit, mais il est tout à fait possible qu'on en construise les conditions. Et comprenez bien ici que pour le coup, le flag, ça c'est 88K. Ça, je sais pas, il faudrait regarder par rapport au prix actuel, ça fait quoi? À peu près plus 22%. En tout cas, on a la chance d'avoir cette structure, je dirais, de iBit qui nous dit un peu d'autres choses. Donc 22% par rapport au prix actuel sur BTC. Bon, je pense que la target, elle est à peu près équivalente à celle qu'on peut voir ici, c'est-à-dire une, 2, 3, 4, peut-être une 5, et ça, c'est une possibilité que j'ai pas évoquée. Mais pour le coup, dans la grande structure, revenir faire un bisou à la traîne rouge, pourquoi pas, hein, puisque vous le voyez là, ici, votre triangle rectangle, il est là. Il est comme ça. Donc une, 2, 3, 4, 5, et ensuite on en dégage par le haut. On arrive enfin à péter cette zone des 73. Donc petit tour sous la structure, ça c'est possible. C'est-à-dire que cette trend pourrait représenter un point d'entrée intéressant et assez pro, éventuellement, pour repartir là. Et vous voyez que ça colle pas mal avec le 15 minutes qui est ici. Et que, oui, j'ai dit plus 22% par rapport au prix actuel. On va regarder à peu près ce que ça fait pour avoir un petit peu une idée. On était à 22,65 je crois, ouais ça fait 86, 87, donc c'est à peu près les mêmes zones que ce qu'on avait précédemment. Voilà, moi ça m'intéresserait vraiment de passer les 80 000 et quelques, parce que je pense qu'à 80 000 on invalide une grosse flat. Grosse flat qui, pour moi, si jamais elle se mettait en place, et c'est pas du tout un scénario privilégié, mais ça serait bien de l'invalider à ce stade, invalide totalement la flat par rapport à ça. Et la flat par rapport à ça, qu'est-ce que ça nous dit? Si on rejette avant les 80K, ce qui est possible, hein, c'est ce qu'on aimerait voir, que ça ne soit pas le cas, mais si on rejette même sur la zone actuelle, hein, admettons, ça nous dit qu'on construirait quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'une épaule tête-épaule comme ceci. Donc vous le voyez ici, retest à 41, tout à fait possible, d'accord? Épaule tête-épaule, structure de retournement vers le haut, mais avec des corrections substantielles. Donc ça, c'est une possibilité qui existe, que pour l'instant, on ne joue pas, mais si on a les signaux qu'on va dans ce sens-là, à ce moment-là, on viendra à la jouer, ou voire encore pire, donc ça serait une running flat, c'est-à-dire je A, B, C, et je dégage vers le haut, d'accord et pour l'instant, nous, notre scénario privilégié, il est bien sûr de dire, la correction de bear market, elle a eu lieu ici, c'est une flat étendue, d'accord? Elle est terminée. Maintenant, si cette flat étendue fait partie de quelque chose de plus gros, il est possible, et en général c'est ce qu'on voit sur des flats totales, qu'elle se fasse en 3, 3, 5, c'est-à-dire une vague de 3 ici pour la A, une vague de 3 pour la B, et ensuite une descente en 5 qui nous ramène bien évidemment sur la zone des 15 000. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, je vous dis qu'on l'invalide à 80, et c'est pas du tout le scénario privilégié. Maintenant, on le garde en tête. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on augmente et qu'on va venir à clearer les zones de rejet, notamment là on en a clearé une en weekly très importante, et qu'on arrive à clearer également les zones de rejet, je dirais, monthly, et ça on est en train de les clearer aussi. À partir du moment où on commence à s'installer pendant assez longtemps sur ce point là, on n'est pas juste sur un vite, j'y vais et je dégage. À ce moment là je dis que petit à petit, ce scénario perd des chances d'arriver, c'est-à-dire un retour. Alors pour le coup, on n'est plus à 12K, on est un petit peu au-dessus, puisqu'on va chercher quelque chose de plutôt parallèle à ceci. Enfin, en l'occurrence, voilà, globalement, la zone d'achat, on va dire entre 21 et 31, pourrait bientôt être clearée si on passe les 80. En tout cas, moi, c'est mon critère d'aide à la décision. Si on arrive à passer 80, j'invalide cette correction, on va dire celle-là. D'accord ? En revanche, derrière, et pour le moment, c'est vraiment de l'intuition, hein, j'ai aucune certitude de ce côté-là, mais si on va autour des 90, ici 93, je vois pas Bitcoin passer fissa
cette zone-là. Donc ce que j'ai tendance moi ici à plutôt essayer de me dire et de jouer, c'est test des 80 juste en dessous des 100 000, d'accord. Correction assez substantielle, je dirais, sur la zone des 70, et vous voyez que là, pour le coup, on vient également retester la trend, hein, si on n'y va pas tout de suite, et une forme plutôt d'épaule tête-épaule, avec une correction assez substantielle en dessous des 100 000 $. C'est-à-dire le moment où tout le monde crie, on va dire, à la lune, et ben c'est peut-être ce moment-là où effectivement, où tout le monde commence à afficher des targets de 150, 160, etc. C'est peut-être ce moment-là où on prend moins 30, on va dire, sur le marché. On verra si c'est ce qui se met en place. Pour le moment, ça reste encore une fois que des scénarios, et l'idée c'est d'y être préparé. Il n'y a pas besoin ici de réinventer la roue encore une fois. Et l'idée également, c'est de toujours jouer l'unité de temps dans laquelle vous voyez la structure arriver, hein. C'est pas la peine d'aller jouer ici quelque chose de weekly, alors que mon point d'entrée correspond plutôt à une UT 1 heure ou 4 heures. Ça n'a pas de sens, sauf à dire que vraiment vous êtes plutôt dans ces zones-là, et là vous cherchez un trade de position où effectivement il y a quelque chose. Également plutôt dans ces zones-là, là vous auriez pu essayer de trouver un trade de position où effectivement il y a quelque chose. Et là en l'occurrence, si on va venir chercher des choses weekly, à l'instant T, hein, je veux dire, ce serait plutôt soit sur la zone des 41, soit sur finalement toutes les trends qu'on a un petit peu sous les yeux, la zone des 60. Passer sous 60, ça commence à être intéressant, et à 41, c'est extrêmement intéressant de se dire, peut-être qu'on va tenir le mouvement et continuer. Maintenant, pour le moment, et au vu de la 4 heures, donc on va jouer des trades qui certes vont prendre plusieurs semaines, mais qui respectent la 4 heures, puisque là vous voyez qu'on parle de trades qui... On parle de trades de plusieurs mois, c'est la différence vraiment entre toutes les UT. On parle ici de trades de plusieurs mois, donc potentiellement plutôt de l'achat spot même, hein, pour ceux qui font une gestion active de portefeuille, on va dire ça comme ça. Mais ici, je trouve qu'en 4 heures, on est sur des belles dispositions pour venir péter le top, pardon. On va voir si c'est ça qui se met en place effectivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con, pour le coup, tiens, on va poser une question sur Bitcoin en l'occurrence. Voilà, quels sont vos propres scénarios, on va dire weekly. Qu'est-ce que vous voyez, vous, nécessairement arriver, à quel endroit faire une jolie correction, voilà, quels sont éventuellement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont, quelle est votre vision, on va dire, UT weekly, hein, donc à plusieurs mois sur BTC, et voilà, passez à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.